Le 31 décembre 1999. Alors, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir, ou peut-être que vous y étiez. Dans tous les cas, je vous laisse imaginer. Le monde entier est en train de fêter le passage au nouveau millénaire. Champagne, confettis, feux d'artifice. The Final Countdown du groupe Europe qui tourne en musique de fond. Bref, l'euphorie totale. Sauf que derrière cette fête, il y a une angoisse qui ronge les gouvernements, les banques, les militaires et beaucoup d'industries depuis des mois, voire des années. Parce qu'à minuit pile, selon certains experts, les ordinateurs du monde entier pourraient croire qu'on est le 1er janvier 1900. Des avions en vol pourraient perdre leur système de navigation, des centrales nucléaires pourraient s'emballer avec le risque qu'on imagine. Le réseau électrique pourrait s'effondrer et les comptes bancaires disparaître. On nous annonce la fin du monde numérique en direct pendant le réveillon. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas une théorie du complot. C'est pas de la paranoïa, c'est un problème réel identifié des décennies plus tôt et que personne n'a vraiment voulu écouter. On dirait moi qui attends trop souvent le dernier moment. La grande différence, c'est que généralement, moi, je risque pas de causer un chaos mondial. Enfin, j'espère du moins. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Est-ce qu'on a réellement frôlé la catastrophe ou est-ce qu'on s'est fait avoir par la plus grande panique collective de l'histoire moderne? Et surtout, pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire aujourd'hui en 2026? Ce bug, on l'appelle le Y2K, année 2000 quoi. Et pendant des années, il a été au cœur d'une des paniques les plus inquiétantes de ces dernières décennies. Des gouvernements qui mobilisent des cellules de crise, des entreprises qui dépensent des fortunes, des gens qui stockent de la nourriture en attendant l'apocalypse et des informaticiens qui travaillent d'arrache-pied dans l'ombre sans que personne ne sache vraiment si ça va suffire. Ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est pas juste ce qui s'est passé le 1er janvier 2000. C'est ce que ça nous dit sur nous, sur notre rapport à la technologie, à la peur, aux experts, sur la façon dont une menace réelle peut être transformée en hystérie collective, ou à l'inverse, comment une hystérie collective peut masquer une menace réelle. Et croyez-moi, quand vous aurez vu comment tout ça s'est joué, vous allez connaître exactement le même mécanisme que ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle. Alors, on va remonter au début, pas au 31 décembre 1999, mais bien avant ça. Pour comprendre le Y2K, il faut remonter aux années 60, à une époque où les ordinateurs n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. La mémoire informatique coûtait une blinde. Et je sais ce que vous allez dire, aujourd'hui aussi. Mais alors, franchement, là, c'était un tout autre niveau que la crise actuelle. On ne parlait pas en gigaoctets, mais on parlait en kilooctets. Et encore, c'était du luxe. Pour vous donner une idée, dans les années 50, stocker un seul mégaoctet de données, ça pouvait coûter des milliers de dollars. Les premiers ordinateurs personnels au milieu des années 70 tournaient avec quelques dizaines de kilooctets de mémoire vive. À peine de quoi stocker quelques pages de texte. Chaque caractère stocké avait un coût réel mesurable qui se répercutait directement sur le budget d'un projet. Alors, les programmeurs, ils faisaient ce que n'importe quel ingénieur fait quand les ressources sont limitées. Ils optimisent. Ils cherchaient à gratter de la place partout où c'était possible. Et parfois, les solutions les plus efficaces, c'est aussi les plus dangereuses sur le long terme. Mais qui pense au long terme? En tout cas, pas eux apparemment. Une des astuces les plus répandues, c'était d'encoder les dates sur 2 chiffres au lieu de 4. Plutôt qu'écrire 1975, on écrivait 75. Plutôt que 1989, on écrivait simplement 89. 2 caractères économisés à chaque fois sur des millions de lignes de code, ça représente réellement une économie considérable. Le problème, parce que vous aurez bien compris qu'il y en a un, c'est que ces programmeurs, ils ne s'imaginaient pas que leur code allait tourner 30-40 ans plus tard. Ils codaient pour le présent, pas pour l'éternité. Et puis, soyons honnêtes, personne dans les années 60 imaginait vraiment ce que serait l'informatique en l'an 2000. C'était purement de la science-fiction. Sauf
qu'il y avait quelqu'un qui, lui, voyait le problème venir. Il s'appelait Bob Beamer. Et ce nom, je pense pas que vous le connaissez. Je le connaissais pas non plus avant d'enquêter sur le sujet. Ce qui est en soi une injustice historique assez remarquable, vous le verrez. Parce que Bob Beamer, c'est l'un des pères fondateurs de l'informatique moderne. C'est lui qui a co-créé le code ASCII, le système universel qui permet à tous les ordinateurs du monde de lire et d'afficher des lettres et des chiffres. Sans lui, pas d'email, pas de web, pas d'écran, pas de texte. La touche Escape de votre clavier, c'est lui. La barre oblique inverse, c'est lui aussi. Un génie de l'informatique donc. Un homme qui comprenait les ordinateurs mieux que quiconque à son époque. Et dès 1971, il publie un article dans lequel il tire la sonnette d'alarme. Le titre est presque trop simple. What's the date? Quelle est la date? Il dit clairement que si on ne change pas la façon dont on encode les dates, on va avoir un problème majeur au passage à l'an 2000. Mais comme souvent, personne ne l'écoute. Il insiste, il contacte IBM, son ancien employeur, il contacte le gouvernement américain, il essaye même de convaincre l'administration Nixon de déclarer 1970 année de l'ordinateur pour sensibiliser le public. Il publie encore d'autres articles en 1979, en 1985. Pendant presque 30 ans, Bob Beamer se bat pour que les gens ouvrent enfin les yeux sur le problème. Mais il se retrouve malheureusement face à une indifférence générale. Et il commence à se faire prendre pour un imbécile par ses propres collègues. Alors, pas parce qu'il a tort, mais parce que l'an 2000 c'est loin. Ce sera le problème de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle en informatique la dette technique. On repousse le problème à plus tard parce que le résoudre maintenant coûte trop cher ou demande trop d'efforts. Sauf que la dette, elle finit toujours par devoir être remboursée avec les intérêts en plus. La fin de l'histoire de Bob Beamer est à la fois magnifique et tragique. En 1997, à 77 ans, il sort de sa retraite. Il crée une petite entreprise depuis son domicile au Texas dans une maison isolée au bord d'un lac. Il se lève à 5h du matin 2 fois par semaine pour faire 200 km de route à travers les ranchs texans pour aller jusqu'à son bureau. Pour tenter de finir ce qu'il avait essayé de commencer 30 ans plus tôt. Il développe une solution technique qu'il appelle le BIGIT, une contraction de Birner et Digits, pour corriger automatiquement les dates sans avoir à tout réencoder. Mais ce qui est hyper révélateur de son inquiétude grandissante, c'est ce qu'on remarque chez lui quand les journalistes viennent l'interviewer. Sous son escalier, 61 cartons de nourriture lyophilisée, assez pour tenir un an. Dans sa cuisine, des filtres à eau pour purifier l'eau du lac voisin. Et sur son visage, ce mélange étrange d'homme enfin écouté, mais aussi apeuré. L'homme qui avait crié au loup pendant 30 ans se retrouve à l'aube du nouveau millénaire à se préparer lui-même au pire. Et en 1999, la facture allait arriver pour tout le monde. Alors, à partir de quel moment est-ce que tout ça est devenu une panique mondiale? Ça s'est fait progressivement. Et c'est ça qui est troublant. Au milieu des années 90, le problème commence gentiment à sortir des cercles d'informaticiens pour atteindre le grand public. Des consultants créent des sites entiers dédiés au Y2K. Peter De Jager, un ingénieur canadien, publie en 1993 un article intitulé « Doomsday 2000, le jour du jugement 2000 ». Son site web devient à l'époque un des plus référencés au monde. Alors, je veux quand même relativiser, fin 93, il y a entre 5 et 600 sites internet. Pour vous donner une idée, actuellement on estime qu'il y en a plus d'1,8 milliard dans le monde. Donc c'était plus facile de se faire référencer. Mais on continue. C'est à ce moment-là que des journalistes s'emparent de l'histoire et que la machine s'emballe. Parce que le Y2K, c'est un sujet parfait pour les médias. Il est technique, donc mystérieux. Il ne faut pas oublier que l'informatique à ce moment-là, c'était pas très connu. Il est mondial, donc spectaculaire, et il a une date précise. Donc, il crée une tension narrative parfaite. Le compte à rebours tourne, et personne ne sait vraiment ce qui va se passer à minuit. Les scénarios catastrophiques se multiplient, les avions en vol vont perdre leur système de navigation, les centrales nucléaires vont s'emballer, les banques vont perdre toutes les données de leurs clients.
le réseau électrique mondial va s'effondrer. Certains évoquent même la possibilité que des missiles nucléaires se lancent automatiquement suite à une erreur de date dans le système militaire. Alors, allez savoir pourquoi, parce que j'espère quand même qu'il ne suffit pas juste de modifier une date pour contourner les protections d'une attaque nucléaire. Et face à ça, les gens réagissent comme ils réagissent toujours quand on leur annonce une catastrophe. Ils la croient et ils se préparent au pire. Aux États-Unis, les magasins de survivalisme font des affaires en or. Les ventes de générateurs explosent, les gens retirent de l'argent liquide de leur banque, ils stockent de la nourriture en quantité industrielle, sans doute aussi du papier toilette, ils achètent des armes. Dans certaines grandes églises évangéliques américaines, des marchés s'organisent. On y vend des pièces d'or, des poêles à bois, des kits de survie. Certains prédicateurs voient dans le Y2K un signe de Dieu, le contraire aurait été étonnant, une punition divine contre une civilisation trop dépendante de la technologie, un scénario de fin des temps parfait. Et comme toujours, les médias mainstream n'arrangent rien. Une vidéo de survie familiale d'1 heure est commercialisée dans tout le pays, narrée par Leonard Nimoy, alias Monsieur Spock dans Star Trek. L'homme de la logique froide et de la raison qui vous explique comment stocker de l'eau et des conserves. Ça s'invente pas. Des dizaines de livres sont publiés en quelques mois. Certains titres valent leur pesant d'or. Y2K égale 666, le chiffre du diable donc. Survie spirituelle pendant la crise Y2K. Le bug du millénaire, porte d'entrée vers une société sans argent liquide. La paranoïa trouve toujours des éditeurs, il faut dire que ça rapporte. Mais il y a un autre acteur dans cette histoire qu'on oublie souvent de mentionner, les entreprises de la tech elles-mêmes. Parce que la panique Y2K, ça a été une aubaine économique extraordinaire pour tout le secteur. IBM, Microsoft, les grands cabinets de conseil, tous ont engendré des revenus records sur le dos de la peur. Des entreprises qui venaient juste de s'informatiser et qui comprenaient pas grand chose au problème ont été facturées des millions pour des audits dont elles n'avaient pas toujours besoin. Le Y2K a financé une bonne partie du boom tech de la fin des années 90. Alors, c'est pas un complot, c'est juste que quand la peur est rentable, il n'y a aucun intérêt à la calmer. Mais attention, c'est pas que de la paranoïa et de l'opportunisme, parce que pendant que le grand public fantasme sur l'apocalypse et que certaines entreprises font leur marge, les gouvernements font face à un problème bien réel. En décembre 1998, l'ONU convoque une conférence internationale d'urgence pour coordonner la réponse mondiale. En France, le gouvernement Jospin crée une mission dédiée dès le début 1999. Mobilise des centaines de personnes dans une cellule de crise du ministère de l'économie et dépense l'équivalent de plusieurs milliards de francs pour mettre les systèmes de l'État en conformité. Le soir du 31 décembre 1999, près de 500 personnes sont en poste au ministère. Les yeux rivés sur les écrans, fuseau horaire après fuseau horaire, attendant de voir si l'Asie passe le cap sans encombre. Des centaines de milliards de dollars sont dépensés à travers le monde pour corriger le problème. Des milliers d'informaticiens travaillent d'arrache-pied sur des codes vieux de 30 ans et dont le langage de programmation est plus du tout enseigné. Le COBOL, le Fortran, des langages que la nouvelle génération de développeurs a jamais touché. Et pendant ce temps-là, le compteur tourne. On est donc le 31 décembre 1999 et le monde retient son souffle. Minuit, le 1er janvier 2000, la planète entière bascule dans le nouveau millénaire en direct. Fuseau horaire après fuseau horaire, et dans les cellules de crise gouvernementales du monde entier, des centaines de personnes ont les yeux rivés sur leurs écrans. Ils attendent un signal qui viendra jamais. Sydney, c'est la première grande ville à passer le cap. Les feux d'artifice s'allument sur le port. Les systèmes tiennent. Puis Auckland, puis Tokyo, ça tient. Pékin, ça tient. Moscou, où pratiquement aucun investissement avait été fait pour corriger le problème, ça tient. Paris, Londres, New York, ça tient partout. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Pas une catastrophe, mais une sorte de déception. Des journalistes qui avaient passé des mois à préparer leur papier catastrophe se retrouvent sans rien à écrire, ou presque. Les plateaux télé ressemblent à des salles de marché le jour où la bourse bouge pas. Tout le monde est là, prêt, et il se passe rien. Alors, immédiatement, le récit bascule.
Ce qui était présenté comme la menace du siècle vient du jour au lendemain la grande arnaque. Les gouvernements ont paniqué pour rien, les informaticiens ont facturé des millions pour corriger un problème imaginaire. On s'est tous fait avoir. Les survivalistes qui avaient stocké des provisions pour 1 an se retrouvent avec des montagnes de nourriture lyophilisée qu'ils n'ont même pas eu besoin d'ouvrir. Après, c'est des survivalistes, donc ils vont bien trouver d'autres occasions. Les générateurs achetés à prix d'or n'ont jamais démarré. Et les prédicateurs qui annonçaient la fin du monde se retrouvent à expliquer, l'air un peu gêné, que Dieu avait changé d'avis. Il a changé ses plans au dernier moment. Sauf que cette conclusion, c'était pour rien, elle est fausse. Ou du moins, elle est beaucoup trop simple. Parce que des incidents, il y en a eu des vrais. Le système satellite de renseignement de la défense américaine est tombé en panne. Les détecteurs de cisaillement du vent dans plusieurs grands aéroports américains ont lâché. Au Japon, les équipements de surveillance dans des centrales nucléaires ont connu des défaillances. Sans conséquences graves heureusement, grâce au système de secours, mais des défaillances quand même. Alors, c'est pas des avions qui s'écrasent, ni des banques qui s'effondrent, mais c'est des systèmes critiques qui ont flanché. Exactement le genre de système que les experts avaient identifié comme vulnérable. Et voilà ce qui rend la situation encore plus inconfortable. Des pays qui avaient très peu investi dans la correction du problème, comme l'Italie, la Russie ou certains pays d'Asie du Sud-Est, n'ont pas eu significativement plus de problèmes que ceux qui avaient dépensé des fortunes. Ce constat a alimenté immédiatement la thèse de l'exagération. Vous voyez bien, c'était pour rien. Mais cette lecture ignore quelque chose d'essentiel. Les systèmes les plus critiques, les réseaux financiers mondiaux, les infrastructures militaires et les grandes compagnies aériennes, ils avaient commencé à se préparer dès 1995. C'est précisément ces systèmes qui auraient pu provoquer un effet domino catastrophique. Et c'est exactement ceux qui ont le mieux tenu. Mais réfléchissez, si les serveurs des grandes banques mondiales avaient confondu l'an 2000 avec 1900, c'est pas juste des chiffres qui auraient changé. C'est des milliards de transactions qui auraient été mal datées, des taux d'intérêt calculés sur des durées absurdes, des systèmes de compensation interbancaire qui se seraient mis en erreur. L'effet domino sur l'économie mondiale aurait pu être réel et catastrophique. Et personne n'aurait eu l'excuse de dire qu'il ne savait pas. John Koskinen, le coordinateur de la réponse Y2K à la Maison Blanche, a résumé ça assez simplement. Le soir du 31 décembre 1999, il a pris l'avion. Pas parce qu'il était inconscient, mais pour démontrer publiquement sa confiance dans le travail qui avait été fait. Et bien évidemment, il a atterri sans problème. Un professeur Stanford disait à l'époque que la crise n'a pas eu lieu précisément parce que les gens ont commencé à s'y préparer des années à l'avance et que pendant que le grand public stockait des conserves, les programmateurs, eux, faisaient leur travail sans que personne ne les voie ni les remarque. C'est le paradoxe parfait de la prévention. Quand ça fonctionne, ça ressemble à un faux problème. Et le lendemain, tout le monde se souvient de la panique, pas du travail qu'il a évité. Et on retrouve ça dans tous les domaines. Regardez en 2020. Si la pandémie a été limitée, c'est pas parce que c'était rien, mais c'est qu'un énorme travail a été fait pour limiter les conséquences. Et forcément, cette gestion efficace donne une impression soufflée qui retombe. N'en déplaise aux conspirationnistes qui, 6 ans plus tard, admettent toujours pas avoir eu tort. Mais il y a quelque chose d'un peu vertigineux là-dedans. On a dépensé des centaines de milliards de dollars, on a mobilisé des milliers de personnes, on a réécrit des millions de lignes de code. Et le résultat de tout ce travail, c'est rien. Un non-événement, une nuit comme les autres, c'est probablement une des victoires les plus invisibles de l'histoire de la technologie. Et c'est exactement pour ça qu'on n'en parle presque plus. Avant de parler de l'IA, il faut qu'on parle d'autre chose. Parce qu'il y a une information que je vous ai gardée au chaud. Et elle va vous faire sourire, ou vous faire peur, ça dépend un peu de votre personnalité. On a dit que le Y2K était la leçon parfaite de notre rapport aux risques technologiques. Qu'on avait appris quelque chose d'important sur la dette technique, sur la prévention, sur notre tendance à repousser les problèmes à plus tard. Alors,
voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Il y en a un autre bug je veux dire, qui tourne en ce moment même dans des millions de systèmes à travers le monde. Et il y a une date d'expiration extrêmement précise. Le matin du 19 janvier 2038 à 3h14 et 8 secondes temps universel. On l'appelle le bug de l'an 2038 ou Y2K38 ou plus dramatiquement l'épocalypse. Pour comprendre d'où il vient, il faut expliquer comment la plupart des systèmes informatiques modernes lisent l'heure. Ils utilisent ce qu'on appelle le temps Unix, une horloge qui compte simplement le nombre de secondes écoulées à partir du 1er janvier 1970. C'est simple, universel et ça a remarquablement bien fonctionné pendant 50 ans. Le problème, c'est que sur les systèmes 32 bits, ce compteur a un plafond. Un entier signé sur 32 bits peut stocker au maximum 2 147 483 647. Et c'est le nombre exact de secondes entre le 1er janvier 1970 et le 19 janvier 2038. La seconde d'après provoque ce qu'on appelle un dépassement de capacité. Le compteur se retourne sur lui-même et la date bascule vers une valeur négative que le système interprète comme le 13 décembre 1901. Encore une fois, les machines qui croient voyager dans le passé. Alors maintenant, je vous entends. Oui, mais en 2038, tous les systèmes seront en 64 bits. Et c'est vrai pour la plupart des ordinateurs modernes. Et sur 64 bits, le même problème ne se posera pas. Ou du moins pas avant 292 milliards d'années, soit environ 21 fois l'âge de l'univers, donc on a encore de la marge. Mais voilà, le problème, c'est pas les ordinateurs modernes qui inquiètent, c'est les systèmes embarqués, les systèmes industriels, les appareils médicaux, les systèmes de contrôle dans les usines, les centrales, les réseaux de transport. Des équipements conçus pour durer 20, 30, 40 ans et qui recevront jamais de mise à jour. Certains peuvent simplement pas être mis à jour sans être entièrement remplacés avec les coûts que ça implique. Et c'est pas que des scénarios hypothétiques. En 2006, soit plus de 30 ans avant la date fatidique, le serveur web d'AOL s'est effondré à cause de ce bug. Une requête programmée pour ne jamais expirer avait été définie à 1 milliard de secondes dans le futur. Plantage en cascade. Le bug de 2038 n'a pas attendu 2038 pour faire ses premières victimes. La bonne nouvelle, c'est que contrairement au Y2K, la communauté informatique est consciente du problème bien à l'avance. Les grands systèmes d'exploitation ont déjà migré. Le langage moderne gère nativement les plages de date bien au-delà de 2038. Et il n'y aura probablement pas de panique mondiale, pas de vidéos de survie narrées par des acteurs de Star Trek. Mais il n'existe pas non plus de correctif simple et universel. Parce que les timestamps 32 bits sont présents dans des formats de fichiers standards, dans des bases de données, dans des millions de lignes de code primordiales que personne ne veut toucher. Et surtout, dans tous ces appareils embarqués qui tourneront encore dans 13 ans, dans des endroits où personne ne les surveille vraiment. Autrement dit, on a retenu la leçon du Y2K partiellement. Suffisamment pour que les grandes infrastructures soient préparées, mais pas suffisamment pour que le problème soit réglé proprement, complètement et pour tout le monde. La dette technique, elle disparaît jamais vraiment. Elle change juste de forme. C'est ce qui est vertigineux. C'est pas que les humains font des erreurs, c'est qu'on fait les mêmes erreurs encore et encore, simplement déguisées différemment. Et c'est exactement pour ça que ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle mérite qu'on s'y attarde quelques minutes. Nous revoilà aujourd'hui. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle occupe exactement la même place dans les débats publics que le Y2K occupait à la fin des années 90. C'est le grand sujet, la grande peur. Et comme avec le Y2K, les discours les plus extrêmes s'affrontent. D'un côté, des chercheurs et des dirigeants parmi les plus respectés du monde. Des gens qui ont passé leur vie entière à travailler sur ces technologies, qui signent des déclarations en disant que le risque d'extinction lié à l'IA devrait être traité au même niveau que la pandémie ou que les guerres nucléaires. Des prix Nobel, des pionniers du domaine, c'est pas des fous, c'est pas des complotistes. De l'autre côté, d'autres chercheurs, tout au sérieux, qui répondent « Attention,
En s'obsédant sur ces scénarios catastrophes hypothétiques, la super-intelligence qui échappe à tout contrôle, la fin de l'humanité, on détourne l'attention des vrais problèmes concrets que l'IA pose maintenant. Et ces problèmes concrets, ils sont réels et ils sont déjà là. Les deepfakes, par exemple, en 2023, une vidéo truquée circulait en Slovaquie, montrant le chef d'un parti pro-européen admettant que les élections allaient être manipulées. C'était faux. C'était généré par IA, mais ça a pu influencer des électeurs réels dans une élection réelle. La voix de Joe Biden a été clonée pour décourager les électeurs américains à aller voter. Emmanuel Macron a été montré dans une vidéo truquée en train d'annoncer sa démission. Ça a été largement partagé avant d'être démenti. C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de démissionner de mes fonctions de président de la République française. Il y en a probablement déçu plus d'un, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est pas de la science-fiction, c'est 2023. Et ça fait que commencer. Il y a aussi la question des biais algorithmiques, des systèmes d'IA utilisés pour trier des candidatures à l'emploi qui discriminent systématiquement certains profils, des algorithmes de crédit qui défavorisent certains quartiers, des outils de reconnaissance faciale qui fonctionnent moins bien sur les visages non blancs. Des décisions automatisées qui affectent des vies réelles, obtenir un prêt, passer un entretien, être suspecté par la police, sans qu'aucun humain en soit tenu pour responsable. Et puis, il y a la question des emplois. C'est probablement le risque le plus visible, le plus immédiat, le plus concret pour un grand nombre de personnes. Des métiers entiers qui sont en train de se transformer ou de disparaître à une vitesse que le marché du travail a encore jamais connue. Pas en plusieurs décennies, comme quand il y a eu les révolutions industrielles précédentes, mais en quelques années. Des traducteurs, des graphistes, des journalistes, des développeurs, des comptables, tous confrontés à des outils qui font en quelques secondes ce que eux font en plusieurs heures. C'est pas une menace existentielle au sens cosmique du terme, mais c'est une menace très existentielle pour des millions de personnes concrètes qui ont une famille à nourrir. Si l'humanité peut sans problème s'y adapter, des métiers qui apparaissent et disparaissent, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, la différence ici, c'est la vitesse. Et il y a aussi le problème de la concentration du pouvoir. Une poignée d'entreprises privées, principalement américaines, qui décident aujourd'hui seules des capacités de ces outils, qui y a accès et de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, sans vote, sans débat démocratique, sans réelle possibilité pour le reste du monde de s'y opposer. Deux camps, deux lectures, et entre les deux, un grand public qui ne sait plus trop quoi penser. Du coup, ça vous rappelle pas quelque chose? Parce que c'est exactement la même structure que le débat Y2K. D'un côté, des experts qui tirent la sonnette d'alarme sur un risque réel mais difficile à quantifier, et de l'autre, des voix qui disent que la panique est disproportionnée et qu'elle sert des intérêts particuliers, notamment ceux des entreprises de la tech qui adorent se présenter comme si puissants qu'ils pourraient détruire le monde. Parce que si vous êtes capable de détruire le monde, vous êtes forcément indispensable. Et comme avec le Y2K, il y a une machine médiatique qui s'emballe. Des titres apocalyptiques, des déclarations fracassantes et une confusion croissante entre le bruit et le signal. Il y a même une parallèle dans les personnages. Le Y2K avait ses experts ignorés pendant des décennies, comme Bob Beamer, qui criait dans le désert avant d'être soudainement écouté. Et il y a ces Cassandra, elle, qui alternent entre les couvertures de magazines et les auditions devant les parlements. Le Y2K avait une caractéristique unique. C'était un problème technique précis, avec une date fixe et une solution claire. Des millions de lignes de code à corriger avant le 31 décembre 1999. On pouvait mesurer l'avancement, on pouvait savoir quand ça allait être réglé. L'IA, c'est différent. Les risques sont plus diffus, plus difficiles à évaluer. Il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de correctif simple à déployer. Et contrairement au Y2K où les informaticiens travaillaient dans l'ombre pour résoudre un problème connu, avec l'IA, on ne sait pas encore exactement quel est le problème. Ni même si on a 1 ou 10 ou 100.
Et on peut dire ce qu'on veut, se prendre pour les plus grands spécialistes. Ça reste un avenir dont on a une vision purement hypothétique. Ce qui veut dire que la question, c'est pas est-ce qu'on va s'en sortir comme avec le Y2K? La question, c'est est-ce qu'on est en train de paniquer pour rien ou est-ce qu'on ne panique pas assez? Et c'est bien là la question la plus importante qu'on puisse se poser sur notre époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Le Y2K, c'est une histoire qui résiste à toute lecture simple. C'est pas une arnaque, c'est pas non plus la fin du monde. C'était quelque chose de plus inconfortable que ça. Un risque réel géré dans l'ombre par des gens dont personne n'a retenu le nom, pendant que le grand public oscillait entre la panique et le déni. Bob Beamer, l'homme qui avait vu venir le problème 30 ans avant tout le monde, a jamais eu la grande reconnaissance qu'il aurait mérité. Il est mort en 2004 à 84 ans d'un cancer. Les journaux ont mentionné sa disparition en quelques lignes. Et la plupart des gens qui utilisent un ordinateur chaque jour et qui appuient quotidiennement sur la touche Escape savent même pas que c'est lui qui l'a inventé. Ils savent pas du tout qui il est. Et c'est peut-être ça la vraie leçon du Y2K. C'est que notre rapport collectif au risque est profondément brisé. On est mauvais pour évaluer les menaces lentes et invisibles. On est mauvais pour récompenser les gens qui les évitent. On est mauvais pour retenir ce que ça nous apprend. Parce que le lendemain, quand tout va bien, on préfère croire que ça n'a jamais été un vrai problème. Et cette conclusion-là, elle nous apprend quelque chose de très dangereux. Que si la prévention fonctionne, ça ressemble exactement à un faux problème. Et la prochaine fois qu'un expert viendra nous dire qu'il faut agir maintenant sur quelque chose qu'on ne voit pas encore, on aura une raison de plus de ne pas l'écouter. C'est ça le vrai héritage de Y2K. Alors, quand aujourd'hui avec l'IA, vous voyez les mêmes mécanismes se mettre en place, les mêmes discours extrêmes s'affronter, la même machine médiatique s'emballer, vous pouvez légitimement vous poser cette question. On parle d'un vrai problème invisible ou d'une fausse psychose collective? J'ai pas la réponse et personne l'a vraiment. Mais peut-être la meilleure chose qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec cette incertitude, sans la nier et surtout sans nous laisser paralyser. L'histoire de l'humanité face à la technologie, c'est une longue série de gens qui ont eu peur au mauvais moment et de gens qui n'ont pas eu peur quand il fallait avoir peur. La question, c'est de savoir dans laquelle de ces deux catégories on veut être. Ce qui est certain, c'est que l'ère dans laquelle on entre ressemble à aucune autre. Le Y2K, c'est un problème que des humains avaient créé par négligence et que des humains ont résolu par le travail. L'IA, c'est différent. C'est un outil que les humains créent intentionnellement et dont les conséquences dépendent des choix qu'on fait collectivement aujourd'hui. Pas demain, mais maintenant. Et si l'histoire du Y2K nous apprend quelque chose, c'est que ces choses-là, on a plutôt tendance à les remettre à plus tard, jusqu'au moment où c'est plus possible. En tout cas, moi, ça me captive et j'espère que vous aussi. Je suis super curieux de connaître votre avis là-dessus, sur l'avenir technologique, mais aussi sur ce qui s'est passé et qu'on ne comprend pas toujours aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire et débattez entre vous, parce que c'est aussi à ça que sert l'espace commentaire. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce qu'on a encore plein de sujets à voir ensemble. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!